Imaginez, vous venez de passer 15 heures à imprimer la pièce parfaite. Elle est belle, elle est propre, mais 2 jours plus tard, elles font littéralement sur votre tableau de bord ou explosent au premier serrage de vis. Et oui, vous avez beau avoir la meilleure imprimante 3D du monde, si vous ne savez pas correctement choisir votre matière d'impression en fonction de votre projet, et bah vous resterez bloqué. Car entre du PLA qui fond au soleil et des matériaux chargés en carbone qui dévorent votre propre buse, l'erreur ne pardonne pas. Donc aujourd'hui, que vous soyez créateur de figurines ou ingénieur qui cherche une solidité ultime, je vous ai préparé un guide clair sur les matériaux. Donc résistance thermique, mécanique, facilité d'impression et que sais-je, dans cette vidéo je vous donne toutes les cartes pour ne plus jamais vous tromper de filament. Allez, c'est parti. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. On commence évidemment par le patron, le roi incontesté, celui que vous avez probablement utilisé sur votre machine, le PLA. C'est en fait un peu le filament par défaut. Et pour une raison très simple, c'est le plus facile à imprimer. Il ne demande même pas de plateau chauffé. En plus de ça, il ne dégage pas d'odeur toxique puisque c'est un matériau qui est biosourcé, souvent en fait à base d'amidon de maïs ou de canne à sucre, et il offre une finition visuelle souvent impeccable. Alors, biosourcé oui et non, le PLA reste quand même un produit issu à plus de 50% de la pétrochimie. Il n'est donc pas dans des conditions naturelles biodégradables, donc ne vous fiez pas à 100% à l'argument PLA biosourcé, mais si vous voulez des pièces avec des détails très fins, des coins bien nets et une surface bien lisse, franchement le PLA fait grave le taf. Mais attention, le PLA a un talon d'Achille, c'est malheureusement la chaleur. Et ça c'est vraiment une erreur classique de débutant. Faut savoir que le PLA, il va se ramollir très vite, dès les 55 degrés. Et je le disais au début, mais un objet en PLA, oublié dans une voiture en été, et c'est fini pour lui. Il va devenir tout mou, tout flasque, et ça très rapidement. De même, si vous imprimez une pièce de remplacement pour par exemple votre lave-vaisselle, eh bien elle ne survivra probablement pas au premier cycle de lavage. En termes de résistance mécanique cette fois, le PLA il est très rigide, voire dur, mais il est aussi très cassant. Si vous imprimez une pièce fine et que vous essayez de la plier, et bah elle ne va pas se tordre, mais elle va exploser net direct. C'est un matériau qui n'aime donc pas les chocs violents ni les contraintes mécaniques sur la durée, car il aura vraiment tendance à se déformer sous la contrainte et c'est ce qu'on appelle le fluage. La question donc, c'est quand est-ce qu'on utilise cette matière? Et bah en fait, c'est pour tout ce qui est décoratif et visuel. À la limite, vous pouvez faire des petits objets du quotidien qui n'ont pas besoin d'une ultra grosse résistance, mais bon, généralement on se contente d'utiliser du PLA pour des figurines, des bustes, des maquettes d'architecture ou bien des petits pots à crayons, des boîtes de rangement, des choses comme ça quoi. En plus, ce qui est intéressant avec le PLA, c'est que vous avez plein de finitions disponibles. Vous avez du PLA brillant, vous avez du PLA mat, du PLA transparent, du PLA phosphorescent, bref, vous avez de quoi vous amuser. C'est aussi un matériau qui est idéal si vous faites du prototypage rapide. Par exemple, vous voulez vérifier si votre pièce a les bonnes dimensions avant de l'imprimer avec un matériau qui est plus cher, clairement vous allez le faire en PLA. Ça aura l'avantage d'être imprimable rapidement pour pas cher, le tout avec un rendu visuel comme je dis qui est propre. Là, on monte d'un petit cran. Vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus costaud que le PLA, le tout qui passe avec toutes les imprimantes 3D du monde. Dans ce cas-là, je vous présente le PETG. C'est en fait une variante du PET, en gros le plastique de vos bouteilles d'eau. Le PETG, c'est devenu au fil du temps un peu le nouveau standard pour tout ce qui est pièces fonctionnelles grand public. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un filament qui combine la facilité d'impression du PLA avec néanmoins une résistance qui est quand même supérieure. Premièrement, il tient mieux la chaleur. Là, il va pas se ramollir à partir des 55 degrés, mais plutôt des 80, ce qui est quand même bien mieux. Et deuxièmement, contrairement au PLA qui est cassant, là, le PETG est ce qu'on appelle ductible. Ça veut dire qu'il y a une certaine souplesse. Si vous forcez dessus, il va se plier avant de rompre. Et ça, c'est une qualité essentielle si vous imprimez des pièces mécaniques qui doivent subir des contraintes, genre des clips ou des charnières. En plus de ça, le PETG, il est naturellement résistant à l'eau et à
pas mal d'autres produits chimiques. Ce filament s'imprime un peu plus haut que du PLA, là c'est plutôt 240 degrés contre plutôt 210, donc ça peut être un problème si vous avez vraiment une machine bas de gamme. Et surtout le PETG, il a tendance à faire du stringing, ce qui est rarement le cas avec du simple PLA. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'il a une viscosité qui est plus élevée et il a donc tendance à coller à la buse. De plus, le PETG est aussi beaucoup plus sensible à l'humidité et donc là encore ça rajoute des facteurs pour le stringing. Bref, pour vous donner quelques exemples, le PETG il va être par exemple parfait pour imprimer des supports muraux pour des outils, des petites pièces de réparation genre une poignée qui a cassé chez vous. On a aussi pas mal de dronistes qui vont fabriquer des pièces en PETG étant donné qu'elles peuvent encaisser des chocs sans casser, ou alors j'en vois certains qui vont créer des pots à fleurs ou des accessoires de jardin étant donné qu'il va mieux résister à l'humidité ou aux UV que du PLA. Là, on change complètement d'univers. Oubliez la rigidité, ici ça bouge, ça se tord, ça rebondit. Et je parle ici évidemment des élastomères, et plus précisément du TPU. Le TPU c'est assez magique. C'est littéralement en fait du caoutchouc imprimable. Vous allez pouvoir l'écraser, l'étirer, le plier en 4 et il va reprendre sa forme initiale. C'est également un matériau qui est résistant à l'abrasion et il est aussi chimiquement très résistant aux huiles, aux graisses. Ce qui en fait quand même un allié intéressant pour imprimer des pièces mécaniques. Mais attention, le TPU ce n'est pas un seul matériau, c'est plutôt toute une famille qui est classée selon sa souplesse. Et c'est là qu'il faut s'arrêter 2 secondes pour comprendre l'échelle de Shore. Shore, c'est en fait l'unité de mesure qui va définir la dureté d'un filament TPU. Je vous mets ce graphique pour bien comprendre. Vous voyez ici la lettre D indique un TPU plus dur que la lettre A. En parallèle, plus le chiffre est bas, plus le matériau sera mou. Et plus il est haut, plus il est rigide. La plupart du temps, par défaut, on trouve du TPU en 95A. C'est le standard et c'est un TPU qui est quand même assez ferme. À la limite, un peu comme une roue de caddie de supermarché ou le talon d'une chaussure. L'avantage de ça, c'est que le 95A, il est censé être facile à imprimer. Plus on descend et plus c'est compliqué. Si on passe sur du 85A, là on se rapproche plutôt de semelle d'une chaussure en cuir, donc ça commence à devenir plus technique. Et si vous êtes vraiment un guerrier et que vous tentez du Shore 60A ou 70A, alors là, bonne chance. Ça commence à ressembler à la texture d'un pneu de voiture ou d'un élastique épais. En gros, on a quelque chose de mou, un peu comme du chewing gum. Et pourquoi je vous dis que c'est important? Parce que imprimer du TPU très mou, c'est un peu comme essayer de pousser une corde molle dans un tuyau. C'est l'enfer, vous pouvez essayer. Si vous avez une imprimante de type Bowden, donc avec le moteur qui est déporté et un long tube, là vous allez galérer à fond. Votre filament il va se plier dans tout le tube et ça va en fait boucher votre machine. Pour les TPU mous, donc comprenez en dessous de 95A, il faut impérativement un extrudeur en direct drive, là où le moteur est juste au-dessus de la buse. Alors oui, retenez bien ça, dans tous les cas, je vous conseille de l'imprimer lentement. Là, oubliez les vitesses genre 300 mm/s. Si vous imprimez du TPU, allez-y mollo, faites plutôt du 50-60 mm/s. Évidemment, ça sera en fonction de votre machine et du type de TPU que vous avez. Mais plus il est mou, plus il faut y aller mollo. Pour ce qui est de son utilisation, l'exemple le plus parlant, c'est une coque de protection, genre pour votre smartphone ou votre GoPro. Là, l'avantage, c'est qu'il est incassable et qu'il absorbe les chocs. Vraiment, le TPU, c'est parfait pour ce genre de print. Le TPU, c'est également super pratique si vous imprimez des patins anti-vibration, à mettre par exemple sous votre imprimante 3D ou votre machine à laver. Certains s'amusent aussi à faire des joints d'étanchéité pour de la plomberie ou même carrément des pneus pour des voitures télécommandées. Voilà, maintenant vous connaissez l'essentiel sur ce filament chewing-gum. Passons maintenant à des plastiques un peu plus techniques. Enfin, disons que ça l'était par le passé, maintenant toutes les imprimantes 3D modernes sont en capacité d'imprimer ce type de matière. Et je vous présente donc l'ABS et son frère jumeau, l'ASA. L'ABS, dites-vous que c'est le plastique des Lego. Il est solide, il résiste bien à la chaleur et a une petite flexibilité, ce qui le rend assez résistant au choc. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est ultra utilisé dans l'industrie automobile. Et ça depuis des décennies maintenant. L'ABS a également une propriété unique, il peut être lissé chimiquement. Et oui, en utilisant des vapeurs d'acétone, vous pouvez en fait faire fondre la surface de la pièce pour effacer totalement les couches d'impression et obtenir ce petit côté brillant. C'est vraiment sympa et on dirait qu'elle a été moulée à l'usine. Mais attention, on ne rigole pas avec l'ABS, vous ne devez en aucun cas l'imprimer sur une machine qui est ouverte. L'ABS est en fait un plastique qui est dérivé du pétrole et lorsqu'il fond, il libère des composés organiques volatiles et surtout de la styrène. C'est en fait un gaz toxique
toxique, cancérigène, qui peut carrément provoquer des maux de tête et des nausées. Donc si vous imprimez ce type de matière dans votre salon, évitez de respirer l'air, c'est plutôt mauvais. Je vous conseille donc vraiment d'utiliser une imprimante 3D qui est fermée, avec un caisson et idéalement un système de filtration d'air ou d'extraction vers l'extérieur. En plus de cette question de sécurité, le caisson, il est fortement recommandé pour réussir une impression en ABS, car ce filament, il déteste les courants d'air. Le moins de coups de froid et la pièce aura tendance à se décoller du plateau et se fissurer. On a ensuite l'ASA, son cousin, et là c'est un peu l'ABS 2.0. Il a toutes les qualités mécaniques de l'ABS, par exemple la même résistance à la chaleur, mais il corrige néanmoins certains de ses défauts, il est légèrement plus facile à imprimer, et surtout il est insensible aux UV. L'ABS, il a tendance en fait à jaunir et devenir un peu cassant s'il reste trop longtemps au soleil. Là, l'ASA, lui, il bougera pas. Et attention, même si l'ASA sont un peu moins fort que de l'ABS, il libère lui aussi des particules nocives. Donc même règle, une imprimante 3D fermée est fortement recommandée. L'ABS comme l'ASA sont généralement utilisés pour des pièces de voiture, genre un support de téléphone, un clip de tableau de bord ou un enjoliveur à réparer. Ces deux filaments, comme j'ai dit, résistent très bien à la chaleur, et l'ASA il est donc particulièrement intéressant pour toutes les pièces qui s'impriment à l'extérieur, genre une boîte aux lettres imprimée en 3D, un boîtier de caméra de surveillance ou une pièce de carrosserie. Et l'ABS, même s'il est actuellement en train de perdre des parts de marché par rapport à l'ASA, est encore beaucoup utilisé par les imprimeurs 3D. Il y a même carrément des pièces d'imprimantes 3D qui sont fabriquées en ABS, étant donné que c'est un matériau qui encaisse bien la chaleur des moteurs et du plateau. Alors ici je voulais juste faire un petit aparté sur les filaments chargés avant de passer à la suite. Alors on parle pas vraiment d'un nouveau plastique à proprement parler, mais plutôt de tous les matériaux déjà existants, genre du PLA, du PETG, du nylon ou que sais-je, auxquels on va rajouter de la poudre ou des fibres. Et là pour moi il y a deux familles au niveau des filaments chargés. Il y a d'un côté l'esthétique et le structurel. Côté esthétique, on a des filaments qui sont chargés avec de la poussière de bois, de pierre ou même carrément de métal. Par exemple, on prend du PLA et on y met 30% de bois sous forme de poussière. Et là, le résultat, c'est que vous obtenez une pièce qui a l'aspect, la texture et parfois même l'odeur du bois. Vous pouvez même carrément la poncer, la vernir. C'est assez bluffant. Ce système existe aussi avec de la pierre ou du bronze. Mais attention ici, ça ne rend pas la pièce plus solide. Au contraire, ça a même tendance à la fragiliser. Souvent parce que les couches de plastique sont moins bien liées entre elles. Donc ça sert uniquement pour le côté visuel et décoratif. De l'autre côté, on a les filaments chargés structurels et là on va en fait mettre de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. On prend par exemple du nylon ou du PETG et on y injecte des microfilms de carbone coupés. Et là par contre ça change tout. Et si vous mettez de la fibre de verre, ça va rendre davantage solide votre matière et la rendre davantage résistante au choc. Par contre attention, quelles que soient ces matières, le fait de rajouter de la poudre ou de la fibre va rendre abrasive votre matière. Et si vous imprimez ça avec une petite buse standard en laiton, vous risquez de très vite l'abîmer. Faut impérativement utiliser une buse en acier trempé et moi j'ai tendance à recommander de la grosse buse, genre du 0,6 mm. Et après concernant l'utilisation de ces filaments chargés, vous pouvez aussi bien faire des statues, des vases, des reproductions d'objets archéologiques avec par exemple des manches d'outils qui ont un aspect bois réaliste. Et si vous cherchez du côté des prints un peu plus structurels, genre avec du carbone ou du verre, là vous pouvez réaliser des supports de moteur, des pièces robotiques, des prothèses, genre le nylon carbone c'est un des matériaux préférés des ingénieurs pour remplacer certaines pièces en aluminium. Voilà, maintenant vous êtes au courant de ce type de filament un peu particulier. Passons maintenant à des matériaux encore plus techniques. Et je sais que ces filaments commencent à faire peur aux makers ou à toutes les imprimantes 3D standards. Là, j'ai nommé les polypropylènes. On en a deux principaux, le PP et le nylon, aussi appelé PA. Le nylon, j'en ai parlé un petit peu avant, il est incroyablement solide mécaniquement. Il ne casse pas, il se plie plutôt et c'est vraiment un matériau qui est idéal pour tout ce qui frotte ou qui subit des chocs répétés. Son gros défaut néanmoins, c'est qu'il a tendance à absorber l'humidité de l'air et ça en quelques heures. Et le problème, c'est que si vous imprimez du nylon mais qui est humide, et ben là, vous risquez d'avoir des problèmes d'impression, votre pièce, elle sera plus fragile, voire même elle sera carrément moche. Donc obligatoirement, pensez à sécher
sécher votre bobine avant l'impression. Le PP, lui, c'est un plastique type Tupperware ou bouchon de vos bouteilles. Et là, il a une caractéristique magique, c'est qu'il résiste super bien chimiquement. Genre, les acides ne lui font strictement rien. En plus de ça, il flotte et il peut faire des charnières très solides. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire un print qu'on peut plier des millions de fois sans pour autant le casser. Par contre, le PP, c'est l'enfer à faire coller au plateau. Franchement, rien ne marche, sauf un truc, c'est du scotch d'emballage, qui est lui-même fait en PP. Et oui, le PP colle super bien avec lui-même. Niveau utilisation, donc je vous fais un petit résumé. Le nylon, c'est genre parfait pour imprimer des pièces d'engrenage. Franchement, c'est une matière qui va beaucoup moins s'user que si vous imprimez tout ça en PLA ou en PETG. C'est aussi top pour tout ce qui est pièces de fixation, des mousquetons, des pièces mécaniques soumises vraiment avec de la fatigue. Quant au PP, lui, il est idéal pour créer des boîtes chimiquement résistantes, genre pour votre atelier. Vous pouvez faire des flacons sur mesure, des boîtiers avec une charnière intégrée, le tout imprimé en une seule pièce. En parlant de résistance, si vous cherchez la solidité ultime, eh bien vous devriez vous renseigner sur le polycarbonate, aussi appelé le PC. C'est le matériau qu'on retrouve sur les boucliers anti-émeute et les vitres pare-balles. Ouais, rien que ça. Le PC, il est donc incroyablement dur et résiste à des températures très élevées. Faut faire gaffe pour l'impression parce que ça s'imprime entre 280 et 300 degrés, donc certaines machines un peu moyen de gamme aura du mal à l'imprimer. Et en plus de ça, le PC, il a tendance à warper encore plus que de l'ABS. Donc si vous avez une machine qui n'a pas un caisson fermé, ne pensez même pas à l'imprimer. C'est vraiment un matériau qui est réservé aux machines qui montent à haute température et idéalement aux makers qui ont déjà une bonne expérience en impression 3D. Bon, concrètement, moi je vous recommande d'utiliser du PC pour créer des carters de protection autour de machines, des pièces mécaniques qui devront chauffer, donc des choses qui vont être par exemple proches d'un moteur, ou même carrément fabriquer des moules pour faire du thermoformage. Si vous avez besoin d'imprimer une pièce transparente solide, genre un cache de phare ou un diffuseur de lumière, le tout en étant bien robuste, là aussi le PC ça peut être très intéressant. Là, on touche vraiment le sommet de la pyramide. J'ai nommé le PEC et le PIC. Ce sont des super polymères. Et là, on parle plus de remplacer des pièces en plastique, mais carrément de remplacer des pièces en métal ou en aluminium. C'est vraiment des matériaux qui résistent à tout. Aux températures ultra élevées, aux produits chimiques ultra corrosifs et à l'usure mécanique intense. Le PEC et le PIC, ils ont vraiment des propriétés mécaniques et thermiques très similaires. La vraie diff, disons, c'est que le PIC, il cristallise beaucoup plus lentement, ce qui rend cette matière beaucoup plus adaptée à l'impression 3D. La cristallisation, c'est quand en refroidissant, les chaînes de plastique vont se réorganiser et ça de façon très ordonnée. Et malheureusement, cette réorganisation, elle va provoquer un retrait important et donc des contraintes internes, ce qui fait que vous êtes très soumis au warping et à la déformation. Et comme le PIC va cristalliser plus lentement, et bah cette réorganisation, elle est beaucoup plus progressive et donc contrôlable, ce qui a l'avantage de limiter les problèmes pendant l'impression. Mais bon, soyons très clairs, vous n'imprimerez pas du PIC sur votre Ender 3. Il faut vraiment une machine quasiment industrielle avec une chambre chauffée à 80 voire 100 degrés, le tout avec une buse qui monte à 400 ou 500 degrés. En plus de ça, il y a le prix au kilo qui est quand même vraiment important, on parle quand même de 300 à 600 € la bobine. Donc on est vraiment ici sur un marché de niche et on va retrouver des applications dans l'industrie, l'aérospatiale ou le médical. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de savoir que ça existe. Nous par exemple, on a déjà essayé d'imprimer ce genre de matériaux sur des imprimantes de particuliers premium, genre des H2D ou des H2C, donc c'est des machines à 2000 €. Et là franchement on touche à la limite de ce type de machine, c'est très compliqué et il faut avoir une très bonne maîtrise de l'impression 3D. Alors le PEC et le PIC, ils servent à réaliser des implants médicaux, des pièces de moteur, des composants carrément pour satellites. En bref, si vous vous considérez comme un passionné lambda, c'est inutile d'aller en acheter. Mais par contre, si vous êtes un ingénieur qui a une machine industrielle et qui doit remplacer une pièce en alu sur une machine par exemple, et là le PEC ou le PIC peuvent être des options intéressantes et même rentables.
on termine ce petit tour d'horizon par une catégorie un peu particulière. J'ai nommé les filaments solubles. Là, c'est un filament qui s'adresse plutôt aux imprimantes avec 2 têtes d'impression ou un système d'impression multimatériaux, genre si vous avez un AMS. Et ces filaments, ils sont assez magiques. L'idée, elle est simple. Vous imprimez votre pièce en PLA ou en ABS et vous imprimez les supports avec un matériau soluble. Et une fois votre impression terminée, vous prenez votre pièce et vous l'achetez dans de l'eau ou un solvant spécifique et là les supports vont disparaître. Le PVA par exemple, qui est un des matériaux solubles, lui va se dissoudre dans l'eau et il se combine parfaitement avec du PLA. Mais attention évidemment, mais c'est plutôt logique, pour le coup il craint à mort l'humidité de l'air. Autre filament soluble très connu, c'est le HIPS. C'est un autre filament mais lui qui va se dissoudre dans le délimonène et il est souvent utilisé comme support pour l'ABS et étant donné qu'il a des températures d'impression très similaires. Mais bon, pour que mon explication soit plus claire, je vais vous prendre un exemple. Imaginez vous imprimez une sphère avec une autre sphère qui est libre à l'intérieur de cette dernière. Eh bien c'est en fait impossible de faire ça avec des supports classiques. Vous devez arracher ces derniers à la pince, ça va être un bazar, c'est relou. Mais si vous utilisez du filament soluble, c'est une toute autre histoire. Donc c'est vraiment indispensable pour des pièces mécaniques complexes avec des cavités internes ou des mécanismes assemblés qui doivent bouger librement, sans pour autant sur vos pièces avoir des résidus de support. Voilà, donc on a maintenant fait le tour du propriétaire. Alors la question c'est quel est le meilleur filament? Eh bien vous l'avez compris, cette question n'a tout simplement pas de sens. Il n'y a pas de meilleur filament ou de meilleur matériau pour l'impression 3D. Tout va dépendre de votre situation. Si vous débutez, restez sur du PLA. C'est gratifiant, c'est beau, c'est simple. Dès que vous voulez faire des créations un peu plus utiles, un petit peu plus résistantes pour votre maison, passez sur du PETG. Si vous commencez à toucher à des pièces de voiture ou des pièces pour l'extérieur, intéressez-vous à la SA. Si vous avez besoin de flexibilité, le TPU sera votre ami. Et tout le reste, nylon, PC, PP, là c'est des matériaux plus spécifiques pour des problèmes plus précis. Et utilisez-les si vous en avez vraiment besoin et si vous maîtrisez vraiment la technologie. Parce que sinon, vous allez juste perdre du temps et de l'argent. Franchement, mon conseil, maîtrisez déjà les bases, donc PLA, PETG, TPU, vous arriverez à faire 80% de vos impressions. Et évidemment, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si la vidéo vous plaît, vous pourrez refaire une vidéo, mais là sur les matières avec des propriétés vraiment particulières, genre antibactérien, calcinable, contact alimentaire ou autre. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.